ETVciens, ETVciennes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Face à la presse. Je vous rappelle que cette émission est en simultané sur Internet et que vous pouvez nous suivre sur votre ordinateur, sur votre téléphone mobile et sur vos tablettes numériques. Une seule adresse à retenir, voilà, elle s'affiche ci-dessous, efm-etv.com. Et je vous rappelle également que cette émission est diffusée en simultané sur EFM Radio et c'est bien sûr sur la bande FM au 96, 101 et 103.2. Ils sont là chaque semaine. André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles, et Jean-Luc Goubin, journaliste à Nouvelle Semaine et rédacteur en chef de Coco News. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Alors, vous êtes prêts pour cette semaine de grève, pour le 12 mai? Vous avez fait le plein d'essence, le plein d'eau? Ça va. André-Jean? Le plein d'essence est fait en permanence, puisque nous circulons beaucoup au quotidien. Vous faites du vélo un peu? Le plein. Non, je ne fais plus de vélo parce que c'est très dangereux de faire du vélo en Guadeloupe quand on est un amateur, puisque les voitures vous passent à 15 cm de l'épaule gauche et c'est toujours très désagréable. C'est vrai, c'est vrai. Il a sa page sur Wikipédia. C'est sans doute le syndicaliste guadeloupéen le plus connu. Nous recevons cette semaine ici, dans les studios de TVA Jarry, Monsieur Élie Domota, secrétaire général de l'UGTG et directeur adjoint du Pôle emploi à Morne-à-l'Eau. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je vous rappelle que vous étiez d'ailleurs le premier invité de Face à la presse il y a quelques années. Donc merci de revenir ici. Vous allez nous expliquer un peu votre vision de la Guadeloupe. Alors je pense que vous suivez un peu l'émission. On a une tradition dans cette émission, c'est qu'on demande à l'invité de se présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas. Mais bien sûr, vous avez une page Wikipédia. Peu de gens en ont une. Donc je vous donne la parole. Vous avez 1 minute pour vous présenter. Aïe. Bon, Élie Domota, on est 49 ans, on est là ça. Et puis, secrétaire général à l'UGTG, porte-parole du LKP. On a aimé jouer au football et on a regardé tout ça qui a passé sur la terre, on a intéressé moi à toute vitesse. Bien. Merci. Alors on va entamer tout de suite. Alors on a tiré à la courte paille aujourd'hui pour savoir qui c'est qui a le droit de poser la première question. C'est moi. Donc la première question, tout simplement, Monsieur Domota, avez-vous une vision économique pour la Guadeloupe et si oui, pouvez-vous nous la partager? Vision économique, oui, mais plutôt on t'a dit porter notre contribution à la vision économique. Parce que nous, on a pensé que ce n'est pas là pour commencer, c'est le développement agricole et la défense du foncier agricole. Parce qu'on ne peut pas ni un pays, on ne peut pas ni une nation, si on pas ni de quoi nourrir mon là ça. Ça veut dire quoi? Il faut que première vision économique là caille vers la souveraineté alimentaire. Je dis là, souveraineté alimentaire, c'est quoi? C'est l'importation, le stockage et un peu de production agricole. Il faudrait ni comme objectif en souveraineté alimentaire qui est basée sur la production, l'agro-transformation, bien évidemment le stockage et un complément d'importation. Ces visions-là, en laissant, il faut nous travailler. Je dis là, il y a quasi nous qu'à rester 37 000 hectares de terres agricoles. Le pont en eau profonde, c'est en réalité qui cavine là, soi-disant qui permettent la baisse des coûts des produits, ça c'est pas certain, mais c'est surtout en danger pour la production et l'agro-transformation. Alors, ça serait quel type de production? Non, la production agricole, l'agro-transformation et la production agricole. Pourquoi? Dans l'objectif principal de nourrir les Guadeloupéens. Et comme on t'a dit, on ne peut pas nier un pays, on ne peut pas nier une stabilité politique et sociale dans un pays si on n'est pas en mesure de nourrir habitants un pays là. Ça. Donc, première vision économique là, c'est ça, faire en sorte de satisfaire les besoins primaires, les besoins alimentaires de la population guadeloupéenne à travers un véritable projet de développement économique et social basé principalement sur la production agricole, la diversification agricole. Les 2 produits phares, même les 3 produits phares de la production agricole guadeloupéenne, le sucre, la banane et nous pouvons rajouter le melon. C'est quasiment 3 cultures d'exportation. C'est pas normal. Un pays normal qui a produit pour nourrir habitants à pays là et il a exporté le surplus. Alors, nous avons fonctionné à l'envers. André-Jean, une question de France Antilles. Il y a 8000 hectares, semble-t-il, 8000 hectares de terres agricoles qui sont dans les mains du département. Il y a 200 agriculteurs, enfin c'est un de nos invités qui nous disait il y a quelques jours, il y a 200 jeunes agriculteurs qui veulent être installés. Est-ce que vous soutiendriez, vous, ces jeunes agriculteurs de façon à inciter Josette Borrell l'incertain
à mettre à la disposition parce que à coût de 8 hectares par jeune installé, ça fait 1600 hectares. 1600 hectares sur 8000, bon, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Mais il faut. Nous avons fait dans le passé, notamment dans le cadre du LKP, nous avons contribué à l'installation de beaucoup de jeunes agriculteurs, notamment dans le Nord-Grand-Est. En soutien. Et là, nous avons dit, oui, il faut permettre aux jeunes agriculteurs, il faut bailler les facilités qu'il faut pour installer. Et il faut réflexion là et encore plus loin, mettre en place, comme on a un véritable projet de développement dans le domaine agricole, de diversification, de production complémentaire pour dire, bon, dans le Nord-Bastère, nous avons fait tel bitin, c'est pas la peine de nous faire même bitin là dans le Nord-Grand-Terre, et permettre ni en production diversifiée et pour satisfaire aux besoins. Mais oui, je dis là, le Conseil général, c'est le premier propriétaire foncier de la Guadeloupe. Il faut qu'ils mettent des terres à disposition des jeunes agriculteurs. Ça, c'est un bitin que nous d'accord éveillé à 100%. Jean-Luc? En question un peu plus stratégique, ça peut pas parler de ça. Comment envisage au niveau du GTG constituer une société guadeloupéenne? Comment est-ce qu'on vraie société là? Parce qu'en fait, finalement, un syndicat, c'est d'abord un syndicat qui est là pour défendre les intérêts des travailleurs là, mais on dirait que finalement, ils auraient plus loin que ça et qu'ils ont dans logique aussi de changer finalement la société là. Oui. Et nous avons assumé. C'est-à-dire que, quel que soit ça au café politique, soit dans l'association de parents d'élèves, où nous avons une vision de l'éducation, c'est politique qu'on fait, soit dans l'association à Monica et Lomès, où nous avons une vision aussi de la religion et de la société au café politique. Donc, nous ne pouvons pas cacher nous, c'est une organisation syndicale, mais nous avons autorisé nous à un point de vue si tout ça est passé en Guadeloupe et au-delà. Donc, oui, volonté en nous, c'est de porter contribution nous à ce que la Guadeloupe vienne un jour un pays indépendant et souverain. Pour nous décider de nous-mêmes, ça nous a pensé être bon pour nous contre tout peuple sur la terre. Et ça, nous dit ça depuis 1975 et nous avons continué à dire ça, même si, je dis là, il y a une très grande majorité de Guadeloupéens qui ne sont pas d'accord à l'indépendance nationale et à la souveraineté. Ça, nous avons pris acte à ça, mais pour nous, c'est en évolution qui est arrivé un jour et nous avons fait en sorte que jour là, ça a venu, même si nous pas cette voyés. Enfin, du moins, nous de vivants en nous, mais d'autres monde qui voyaient. Elie Domota, en 2009, vous avez lancé un grand mouvement qui a duré 44 jours. Il y a eu beaucoup d'idées généreuses et beaucoup d'idées pour aller plus loin, pour enfin faire que la Guadeloupe se retrouve. Qu'est-ce qui a changé depuis? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Peut-être au niveau des mentalités. C'est vrai que nous constatons qu'il y a dans le domaine de l'agrotransformation beaucoup de créations, dans le domaine littéraire, dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, beaucoup de créations nouvelles qui ont incité les gens à revenir, à retrouver, par exemple, par exemple, au niveau des coiffures, notamment au niveau des madames, on a senti qu'il y a un retour vers le traditionnel. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que sur le plan économique et social, entre guillemets, les accords signés n'ont pas été respectés. Bon, nous répéter pendant combien d'années que les lois Lurel sur le bouclier qualité-prix, c'était un supercherie. Pour mon pâté quoi nous. Alors vous pouvez rappeler pour nos téléspectateurs. Mais ça serait bien à chaque fois de rappeler. D'accord, mais j'en ai raison. D'aller plus loin. Voilà. En 2009, nous signions avec l'État et les collectivités un accord sur l'encadrement des prix de première nécessité, avec valorisation de la production locale. L'idée, c'était quoi? C'était de mettre nous d'accord sur une liste de produits de première nécessité et de faire en sorte d'encadrer ces prix-là, ça, pour que tout le monde puisse accéder à minimum là, ça, au même prix. En final de compte, M. Gégaud fait une loi sortie le 27 mai 2009 et qui était dit dans l'article 1er, il prend un décret en Conseil d'État pour encadrer les prix des produits de première nécessité. M. Hollande et M. Lirel, ils ont fait campagne pour la présidentielle de 2000. Sur cet aspect. En laissant, notamment en Outre-mer et notamment à Mayotte. Et là, ils sont arrivés au gouvernement et que M. Lirel vini ministre des Dômes. Premier but que M. Lirel fait, il supprimait l'alinéa là ça dans la loi à M. Géco et il mettait en place la fameuse loi sur la régulation économique avec le bouclier qualité-prix. Et là, le bouclier qualité-prix, ce sont les importateurs et distributeurs qui ont fait eux-mêmes les propositions, de produits et de prix. Parmi pour syndicat qui est invité, pour association de consommateurs qui est invité, c'est le monde qui est présent, c'est préfet là. Donc,
nous pas ni pas information sur les marges bénéficiaires. Même si un importateur distributeur au cas et qu'il ça à 2 euros et il était à 3 euros, donc il baissait de 1 euro, c'est pas la baisse du prix qui est importante, c'est la marge qu'il a fait. Or, quand nous avons constaté, c'est des marges faramineuses, des marges exorbitantes pour reprendre pour M. Lirel qui a continué. Et dernier parution à l'INSEE confirmé qu'en fin de compte, depuis 2010, enfin depuis la fin des premiers accords LKP que nous avons fait avec les supermarchés, les prix pas j'ai arrêté de grimper et le bouclier qualité-prix pas j'ai entraîné la baisse des prix. Donc pour revenir dans les samedis, Vidal Tekadi, nous peut dire qu'en fin de compte, une fois la pression retombée et le mouvement arrêté, l'État reprend le dessus en complocité avec les importateurs distributeurs et les accords sur les prix, sur la gestion de l'eau, sur l'insertion et la formation notamment des jeunes, ça n'a pas jamais respecté. Jamais ça n'a pas respecté. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans cette situation-là. L'eau, pour revenir sur la gestion de l'eau. Depuis fin 2009, il était prévu la création d'un service public. Il y avait la réfection de l'ensemble des canalisations financées à hauteur de plus de 50% par les fonds européens et par l'État. Dès lors que les municipalités et les collectivités étaient engagées à mettre dans le cadre d'un syndicat unique de production et de distribution de l'eau. Mais dans le cadre d'un régie directe. Aujourd'hui, là, ça a fait là, c'est pas du tout ça a été prévu. Et en finale de compte, la gestion de l'eau en Guadeloupe, c'est un scandale basé principalement sur la corruption. La corruption, où ni plus d'1 milliard d'euros de l'argent qui disparaît. Encore rappeler simplement que... Mais où est passé cet argent? En campagne électorale et en voyage, certainement. Mais là, on a payé facture de l'eau, où il y a un parti qui caille pour l'investissement et pour réparer les tuyaux. Aujourd'hui là, il y a dit non que pour réparer les tuyaux, il faut grosso modo 1 milliard d'euros. Oh là, l'argent l'a passé. Donc en fin de compte, c'était des petits arrangements entre les municipalités et les organisations, les organismes de droit privé qui ont géré de l'eau là en Guadeloupe. Bon, ben tu me laisses ça et en contrepartie, quand tu as besoin de quelque chose, ben, je te finance un gymnase, en cas finance un terrain de football là, un terrain de tennis ou bien en cas payer un billet bar. Et c'est comme ça, il y a arrangé parce que là, quand il y a aux élections, il faut montrer que j'ai fait. Or, là, on a touché redevance à de l'eau là, on ne peut pas prendre l'argent redevance à de l'eau là pour aller faire un terrain de football. Par contre, si ces organismes privés là, ils touchent l'argent à de l'eau là, ils peuvent très bien baron l'argent pour aller faire un terrain de football là, et on a dit j'ai fait un terrain de football. Donc c'est comme ça qu'ils ont organisé. Donc l'argent là, ça passait en campagne électorale, passé à dans faire ceci, faire cela, mais là on a regardé l'argent que nous pède et l'argent qui servit pour te faire terrain de football, mais il y a des Guadeloupéens. Comment se fait-il qu'on ait toujours ce sentiment que chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose de bien pour ce pays, les gens se laissent faire, les gens sont les dindons de la farce. Il n'y a jamais cette volonté de continuer d'avancer. On avance un peu et tout d'un coup, tout retombe et tout redevient plat. Ouais. Peut-être parce que mine de rien, nous jeunes, mine de rien, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que... Oui, mais il y a quand même des valeurs, il y a des gens, il y a des aînés, il y a des valeurs, il y a des volontés. Oui, mais là, tu as dit, c'est l'accumulation de l'expérience et de la pratique qui fait que nous avons avancé. En 2009, nous avons avancé en l'idée, nous avons l'obité qui fait. Et est-ce que nous sommes prêts à franchir le pas pour une autorité politique guadeloupéenne? Nous peut-être pas comparer pour ça. Donc, ce qui fait que à travers les États généraux, m'en pencherai les autres, ils reprennent la main et après ils font ça, ils veulent. Mais on a pensé qu'aujourd'hui là, ni une expérience nouvelle, ni des visions nouvelles, ni des jeunes qui ont réfléchi et que accumulation d'expérience là, ça, et bien nous avons réussi d'autres challenges. Est-ce que ce n'était pas une erreur justement de ne pas participer aux États généraux et de ne pas influer justement? Non, parce qu'on a pensé que... c'était joué d'avance? C'était joué d'avance. Premièrement, parce qu'on ne peut pas signer un accord avec 168 articles et que 2 semaines après, au lieu de mettre en pratique, il fait une réunion dans l'État généraux dans lequel il fait ressortir un autre protocole que si là qu'il a engagé. Les 168 propositions, c'était mis de côté. Voilà, donc c'était les États généraux, c'était pour jeter. C'était pour jeter le protocole LKP. Et puis d'ailleurs, là, on regarde bien, les grandes questions toujours à rester là. L'insertion et la formation des jeunes. 60% des jeunes de moins de 25 ans au chômage. Et pourtant, l'État, la région, le département signé un accord dans lequel il a fait mettre en œuvre, de mettre en politique volontariste pour la formation
et l'embauche des 4 Guadeloupéens sur les postes à responsabilité, qu'il mettait également des prestations nouvelles pour l'accompagnement des créateurs d'entreprises, parce que nous, c'est la Guadeloupe le principal département qui a créé l'entreprise. Et troisièmement, c'était également pour faire en perspective sur les 5, 10, 15 ans à venir en matière de développement économique, mais qui sont les secteurs qu'il faut prioriser. Alors justement, comme vous êtes directeur adjoint du Pôle emploi, est-ce que vous pourriez nous donner votre vision, justement, comment créer plus d'emplois? Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non, vous savez, c'est en question de vision sur le moyen long terme. Nous allons reprendre suite à la première question là, sur le développement du secteur agricole et l'agro-transformation. Il faut qu'à dans pays, ou peut dire dans 5, 10, 15 ans, qu'à nous fait en matière de transport, en matière Donc on a le transport, oui. En matière de santé, en matière d'éducation, en matière de développement de la pêche et autres. C'est-à-dire que chaque secteur d'activité faut capable de définir une véritable feuille de route dans les 5, 10, 15 ans. Malheureusement, ici, dans le cas fait, on a l'impression, ce n'est pas des impressions, mais c'est une certitude, que c'est des coûts. Au cas fait un coup. Prenons l'exemple du port en eau profonde. Alors, ils vendent nous le port en eau profonde comme étant une opportunité stratégique de développement économique. En fin de compte, là, on va coûter les spécialistes du transport maritime parler. Il y a dit premièrement que la Guadeloupe n'a pas route classique, à pas route maritime classique. Deuxièmement, aujourd'hui, au moins 5 à 6 ports en eau profonde qui existent dans la Caraïbe et qui ont des coûts de transbordement et des coûts sociaux nettement plus bas que ceux de la Guadeloupe. Conclusion, pour là, ça, et qui est totalement déficitaire. Et celle qui vient là, c'est la CMA-CGM. Donc voilà une aberration économique. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons capables de faire des infrastructures qui ont dimension et qui a échelle à territoire en nous et qui répondent aux besoins du territoire. Or là, nous avons fait des coûts. Nous voyons ça, il fait aussi. Hein. Donc pour créer des emplois, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Créer d'autres infrastructures? Non, qu'on ait un véritable projet de développement économique pour ça dans tous les secteurs d'activité qu'on a envie de faire. Il faut définir qu'on a envie de faire sur le moyen, long terme. Et c'est ça qui permet de vous de dire, prenons l'exemple du transport. Aujourd'hui, là, nous tous cavoyens, pour faire 2 km, 3 km le matin, quelle que soit la zone là où sorti là, c'est infernal. Ça veut dire qu'il faut mettre en place un réseau de transport public. Quand il a fait aujourd'hui là, que pas un réseau de transport public. Parce qu'à côté, on a le lobby des vendeurs et des concessionnaires automobiles qui est suffisamment puissant pour faire en sorte que aujourd'hui là, pas on ne pas parler de mise en œuvre d'un système de transport public. Or que c'est ça que tout le monde a qu'il faut faire. La gestion de l'eau. Nous avons un pays qui n'est de l'eau. Normalement, pas de tête ni pénurie de l'eau. Mais aujourd'hui là, la pression et les connivences sont telles entre les opérateurs privés et les pouvoirs publics que nous avons dans situation là ça. Donc c'est une véritable révolution qu'il faut dans la pratique, mais également donc dans le transport, on a compris, dans l'éducation nationale, ça serait quoi? Dans l'éducation nationale, comment nous pouvons comprendre que nous avons un si gros taux d'échec scolaire aujourd'hui là? On a pratiquement chaque année entre 1300 et 1500 élèves qui ont quitté le système scolaire sans qualification, sans formation. Nous avons l'un des plus mauvais taux d'échec au bac et même en première année à l'université. Alors deux solutions, c'est soit si nous nous pécouillons, soit que réellement nous n'y à pencher nous sur les contenus pédagogiques, sur les rythmes scolaires et si un certain nombre de unités. Moi, j'ai plutôt pensé que aujourd'hui là, il faut réformer le système éducatif. Ça veut dire que c'est trop dur? C'est pas trop dur. Pour moi, on ne peut pas enseigner même gens là pour un petit monde en Guadeloupe qu'à Limoges ou à Paris. Nous n'avons pas ni même vision du monde là. Donc, on a pensé qu'il faut véritablement pencher nous sur le contenu pédagogique, sur les rythmes scolaires, sur les rythmes biologiques, mais vérifier, mais pourquoi tout là ça? Parce que si nous avons réussi, moi, en occasion fait en étudier en France, en l'occasion d'être maître d'internat dans différents lycées, notamment des lycées professionnels, si Guadeloupéens ou bien si Français de Bélac ou de Saint-Julien, mais ils ont au même niveau, ils ont même bitin. Ici, donc, on a pensé que ce système-là n'est pas adapté. Il faut revoir ce système-là. André Jean? Tout à l'heure, on a fait un constat mitigé. Il y a des choses qui ont changé après 2009. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Vous avez dit lesquelles. Comment se fait-il quand on voit il semble qu'il y ait des blocages. Chaque fois qu'on essaie de faire avancer les choses,
ça ne bouge pas, et notamment pour les travailleurs. Comment se fait-il que les travailleurs de Guadeloupe, chaque fois qu'ils ont besoin de faire avancer un problème social, c'est toujours des disputes, des cris, des blocages, La confrontation. Ouais. une confrontation. Alors que justement, dans votre plateforme, il y avait quand même cet apaisement, Tout à fait. ces discussions et tout. Il n'y a pas. C'est fini, Notamment, ça n'a pas duré longtemps. au cas de ça, et notamment par la reconnaissance du fait syndical guadeloupéen, ce qui n'est toujours pas le cas. Blocage là, ça vient pourquoi? Parce que nous, en Guadeloupe, nous n'avons pas patronat qui est particulier. Et là, on dit particulier, notamment le MEDEF et la CGPM, mais singulièrement le MEDEF. Nous réussi après 2009, après plusieurs demandes, faire en sorte que Mampiro, il était préfet à l'époque, réunit l'ensemble des organisations patronales et des organisations syndicales ouvrières pour nous négocier, pour nous voir qui gens, pour nous négocier des accords de branche dans toutes les branches professionnelles. Justement, qui censé ni comme objectif d'éviter les conflits, entre guillemets, inutiles pour demander un paire soulier, un t-shirt ou un chèque restaurant. Toutes les organisations professionnelles venaient, sauf le MEDEF et la CGPM. Donc, conclusion, nous quasiment pas ni accord de branche ou convention collective qui a appliqué dans des secteurs. Nous, c'est le secteur du commerce qui est le secteur le plus important en Guadeloupe. Pas ni en convention collective qui régit les rapports dans le commerce. Ce qui veut dire que chaque fois un employé dans le commerce bison bitin, c'est une revendication et après c'est une mobilisation et c'est une grève. Et c'est bien dommage, c'est bien dommage. Donc, veut en nous, c'est justement que nous ni vers les organisations patronales la possibilité de négocier des accords de branche dans tous les secteurs d'activité. Justement pour assainir les rapports et que là nous opposer nous, c'est des bitins entre guillemets qui politique ou social, mais non pas que nous opposer nous à des bitins normalement qui n'ont pas d'être fait grève pour ça. Alors ça peut arriver que nous avons fait grève pour demander élection délégué du personnel. Bon, on a l'impression souvent que c'est des rapports de force. Ce que je vous propose, c'est de regarder ce petit reportage avec monsieur Loïc Chauty, président de la Cour d'appel. La question qu'on même on peut se poser, c'est pourquoi? Pourquoi cette violence? Pourquoi cette violence? J'ai pas de réponse, moi. J'ai pas de réponse. Il y a sans doute des explications. La déstructuration des familles, l'absence du père, le chômage, vous le savez bien tous, la grande souffrance sociale dans ce département, qui est extrêmement important. Donc c'est des éléments, sans doute, il y a d'autres choses. La déstructuration de beaucoup de jeunes. Nos rapports sociaux ici, nous connaissons tous ici que c'est difficile les rapports sociaux. Quelle image l'adulte donne-t-il vis-à-vis des jeunes? Quelle image donne-t-il? Comment lui-même traite le litige? Comment lui-même traite le différend qu'il a avec un autre adulte? Là aussi, ça contribue ou pas à former les jeunes. Alors, une réaction peut-être sur oui, le propos oui, alors là, il a parlé de violence dans la société et il a parlé des rapports sociaux. Là, on a trouvé que... Enfin, c'est l'une des raisons... Non, là, on ne peut pas accepter ça, du tout. Je crois qu'il faut revenir à la genèse du combat du monde ouvrier. Et que je dis là, il faut bien comprendre que il a sorti fait 6 semaines passées les 80 ans du Front populaire. Le Front populaire, c'est la lutte. D'accord? Le Code du travail, c'est la lutte. Les avancées sociales, c'est la lutte. Le 1er mai, c'est la lutte. Et à chaque fois, ni des luttes et des travailleurs tombés. En mai 67, c'est travailleurs qui m'ont pris à c'est pas patron. En 1890, à Chicago, c'est travailleurs qui tombaient, c'est pas patron. En 1952, au Moule, c'est travailleurs qui tombaient, c'est pas patron, c'est pas non plus mon à la cour d'appel. Je crois qu'il faut arrêter de stigmatiser syndicalistes et lutte sociale. Moun ka goumé parce que yo ka trouvé dans l'obligation de lutter. Par exemple, très certainement, nous pouvons parler de Blandin. Blandin licencié en section syndicale à l'UGTG. Et celle alternative qu'il y a, c'est Ayobridom. Et même si vous gagnez 5 ans après, il n'y a pas qu'à réintégrer et l'agent là, qui est là, ça qui est juste suffisant pour payer l'avocat là. Et entre-temps, Madame Aouja Lagué ou Jean Adero. Donc, violence là, ça a été envie que le président de la Cour d'appel parlait de violence là, ça, et de la violence judiciaire. Depuis 2009, nous avons plus de 105 camarades à l'UGTG qui ont déjà convoqués au tribunal, notamment pour refus de test ADN. Alors il te dit, moi c'est la loi, mais la loi est injuste. Comment se fait-il qu'aujourd'hui là, encore, il y a poursuivre des syndicalistes pour prendre ADN à eux?
et il n'y a pas poursuivre tous les patrons détournement de fonds, abus de biens sociaux, pas prendre ADN à eux. Pourquoi? Donc en final de compte, on a une violence judiciaire, on a une violence du système institutionnel, on a une violence patronale. Et face à ça, il y a opposé nous la violence des syndicats, entre guillemets, parce qu'elle nous défend le droit à nous. Alors, donc, encore on dit ça aussi avec beaucoup de fermeté. Non, le moteur de la transformation sociale, c'est les luttes. Depuis toujours, dans toutes les sociétés, si pas ni lutte, pas ni avancée sociale. Ça peut jamais arriver un jour que ni les institutions, ni le pouvoir politique, ni le patronat levé un jour matin et te dit tiens, je dois encore 20% d'augmentation de salaire, encore réduire le temps de travail. Non, c'est la lutte, toujours la lutte. Et la lutte, c'est qui bitin? C'est la confrontation. C'est des rapports de force. Toujours. La loi, c'est toujours l'expression d'un rapport de force. D'accord? Là, la loi Khomri, il a essayé de passer en force à l'Assemblée nationale alors que le peuple n'est pas content. C'est la solution pour le peuple et les travailleurs, mais c'est de contester. C'est de contester, puis c'est la loi Khomri, c'est une régression sociale. Alors, il y a dire qu'il y a mettre l'ordre par la loi, oui, mais la loi, c'est par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Alors Jean-Luc, justement, on va enchaîner. Vous aviez une question sur la loi El Khomri. Non, j'ai une question sur l'octroi de mer. L'octroi de mer. En fin décembre, en décembre 2015, Ouais. C'était un peu la panique au Conseil régional par rapport à l'octroi de mer. Ouais, cachez ça. Vous cachez ça? Ouais. Et est-ce que parce qu'ils ont fait une grande consultation, ils ont invité le monde patronal, etc., par rapport à taux d'octroi de mer, est-ce que les autres, en tant qu'organisation syndicale, ils ont convoqué les autres? Jamais. Jamais. Et par exemple, tout à l'heure, là, M. Vidal a parlé des confrontations. Et là aussi, voilà un terrain qui a engendré la confrontation. Nous, ces syndicats majoritaires en Guadeloupe, dans pas mal de secteurs d'activité, et pourtant, nous pas ni doit siéger à un certain nombre de commissions ou de conseils d'administration parce que nous pas affiliés à des syndicats français. Et même des syndicats français qui viennent nous retrouver, ils ont dirigé certaines commissions, alors qu'ils n'ont pas ni pour adhérents à l'entreprise, ils n'ont pas ni pour représentativité. Moi, je rappelle ça la démocratie sociale coloniale. Donc, pour revenir à l'octroi de mer, ils n'ont pas jamais demandé nous à nous avant. Et encore rappeler à l'origine, nous avons négocié avec en bas mandature à M. Lirel en 2009 la baisse des taux d'octroi de mer est normal pour te permettre les importateurs distributeurs de ni des produits moins chers. Et ils ont ni comme engagement, ils ont pris avec le conseil régional à l'époque, c'était de répercuter baisse à ces taux-là ça sur les prix à l'étalage. Ce qui n'a jamais été fait. Malgré plusieurs interpellations, notamment du LKP, vers M. Lirel pour dire, mais où bas c'est Bouga baisse là, c'est Bouga prend baisse là comme une subvention. Mais exiger d'ailleurs qu'ils aient baissé les prix, ils n'ont pas jamais baissé les prix. Et quand ils ont fait pour là ça, donc, comme ils n'ont pas jamais baissé les prix, ils ont réaugmenté le taux là, mais quand c'est Bouga dit, s'ils ont augmenté le taux là, ils ont augmenté les prix des marchandises. Donc, ils ont fait un chantage, et dans le chantage là, ça, ils ont gagné. Enfin, ils ont gagné encore, puisqu'ils ont augmenté le taux là, et ils ont continué à augmenter le prix. Ils n'ont pas jamais demandé nous avis à nous, très certainement pas savent, parce qu'ils savent, sans sortir de là, c'est ça nous te dit. Ouais. André Jean? On va revenir sur le MEDEF et on va revenir sur le groupe Blandin. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a 4-5 ans, il y avait eu donc des mises à pied, des licenciements. Pas 4-5 ans, hein. Enfin, ça fait récemment, le groupe Blandin, c'est enfin 2014-2015. Ça, il y a un an, quoi, un an et demi. Ouais. Mais pourquoi vous n'avez pas fait de manifestation à l'époque, vous n'avez pas bougé, et maintenant vous bougez maintenant. Si, nous bouger, nous pas bouger même gens là. Pas de la même façon. Non, nous pas bouger même gens là. Ouais. Ça, bon matin, là, entendre que Beaupin démissionné de poste d'assemblée, vice-président de l'Assemblée nationale, et ni des gens qui ont dit qu'il fait attouchement sexuel depuis plusieurs années. Donc, chaque binaire avait de tête finie. Non. Vous savez, à les dossiers à Blandin, nous tenons le malheur de faire confiance aux institutions judiciaires. Je m'explique. Monsieur licencié plusieurs monde dont délégué en nous, alors qu'il est en salarié protégé en tant que délégué syndical, c'est licencié sans autorisation de l'inspection du travail. Donc, l'inspection du travail là, dressé un procès verbal où il a signifié au groupe Blandin toute une série d'infractions. Et
qu'il prend un procès verbal là, ça, qu'il transmette au procureur pour le procureur là peut poursuivre. Rien du tout. Aucune poursuite. Et mieux encore, c'est d'autres travailleurs qui viennent trouver eux, suivent même ça là, ils licencient 4 autres dans la suite. Ils sont autorisés. Donc c'est pour ça qu'on a dit, si réellement nous voulons qu'il y ait une situation sociale, on te dit apaisée, mais bon, pas moula, ça parce que moula, ça sont mots fous-tout. Le dialogue social aussi, c'est la confrontation. Voilà, c'est ça. Même si ça peut être chaud, hein, même si nous peut cabaguer, discussion. le dialogue social, c'est pas simplement nous cabot considérer nous tout mais nous peut, d'accord, c'est la confrontation aussi, d'accord, et nous pas revendiquer position là ça. Mais nous pas arriver à faire manifestation. Si le parquet était joué voilà. Alors aujourd'hui là, nous avons dit que les licenciements qui fait à Casablanca, c'est les licenciements abusifs. Et pourquoi que aujourd'hui là, on a une série patron qui a fait ça? C'est parce que yo a senti que yo autorisé. La loi commune quelque part, c'est une anticipation dans l'application à la loi commune parce qu'ils déjà savent que ils payent ni grand chose à payer, ils paient réintégrer et le si peu l'argent qu'ils ont gagné. Si vous gagnez, parce que imaginez, vous pouvez gagner en première instance, il a fait appel. 2, 3 renvois, mais vous ne pouvez pas payer avocat. Après ça, même si vous gagnez devant la cour d'appel, il a fait un recours en cassation. Pour aller en cassation, il faut au moins 7 000 €. Donc, même si vous avez gagné l'argent là, ça, vous payez de et entre-temps, vous pas travailler, vous pas lever les matins, vous pas finir en bistrot, ou bien madame, vous pas la guerre. Donc, véritablement, nous prenons ces actes-là, ça, comme une grande violence. C'est une peine de mort vis-à-vis de travailler là et vis-à-vis de toute famille. Donc, là, nous avons avec quelle facilité aujourd'hui là, des patrons qui licencié travailleurs et après ça, alors dans le cas du groupe BMW, ça était encore pire. En tout cas, il dit rigolo, mais c'est pas bien pourri. Là, ils ont rendu compte qu'ils ont fait une série d'infractions pour être licenciés et délégués en nous. 1 an après le licenciement, ils ont porté plainte contre délégués en nous pour vol de pièces détachées. 1 an après, nous avons dit, nous mettons bien. Et ils ont licencié 4 autres travailleurs pour même bitin là. Et aujourd'hui là, toutes les décisions qui sont tombées de l'autre, ils ont condamné à réintégrer les travailleurs ou bien à indemniser. Et même bitin pour déléguer en nous. Donc c'est pour ça que nous avons dit, non, aujourd'hui là, couper courant travailleur, c'est trop facile. Là, on coupe courant travailleur, on coupe non seulement courant, mais on coupe courant conjoint à Timoun et à toute famille. Et avant, un patron fait un bitin comme ça, qu'il réfléchit, parce que c'est trop facile aujourd'hui là. Le travailleur, ce n'est pas un variable d'ajustement. C'est un monde qui est là pour créer richesse dans l'entreprise. Et c'est le travail qui a créé richesse. Quoi vrai? Non, c'est trop facile. Alors nous avons un taux de chômage important. Il n'y a pas partir du principe que de toutes les façons, nous trouvons un monde pour remplacer. Donc nous avons mis au dehors. Non, nous ne sommes pas d'accord. Jean-Luc? Oui, on devait parler de situation à agent territorial dans les communes. On a des situations comme dramatiques, des mondes qui titularisés assez récemment là, pendant certains temps, ils étaient salariés de droit privé, ils étaient de droit privé, ils étaient normalement Mérida qui veut payer ce qu'il Cantec, ils payer assurance chômage à eux, assurance vieillesse à eux, pardon, ils l'envoient arriver pour la retraite, ils n'ont pas ni presque rien en main à eux. Donc des situations des gens qui ont fait des pressions, etc. Qui, pour l'instant, pas tellement parler de ça, mais il y a des gens actuellement, des personnes en situation qui ne sont pas capables de la retraite et qui ne sont pas aillés en poche à parce que ces billes-là pas fait le nécessaire. Tout à fait. Comment ce genre de alors, son cas connaît bien, puisque maman moi travaille à la cantine pendant des années, enfin, pas même temps pas au ciel encore, c'était des heures ou 3 temps par jour. Et là, donc sans dire sans entrer dans le détail, rapprochez-vous des organisations syndicales qui présentent la là. Parce qu'il y a des possibilités que justement ils permettent à ces gens-là ça durant les 2-3 dernières années qui permettent de travailler, de rentrer dans le cadre en temps plein pour permettre de venir en retraite, entre guillemets, correct. Parce que c'est que de l'ordre de 600 et quelques euros, parce que c'est ça la majorité des gens qui ont touché, mais au moins gagner somme là ça. Oui, mais et par rapport au fait que ces gens-là, que certaines communes n'ont pas payé, ça a été faux pendant qu'ils étaient
en situation Non, mais il faut y payer. Mais là, santé cardio, là, c'est des questions qu'il faut qu'ils analysent vers les organisations syndicales. Bon, on peut faire publicité pour l'UTC, mais au niveau de l'UTC, il y a qu'à travailler, il y a qu'à gérer ces questions-là, ça. Et il y a qu'à permettre des gens de partir vers des retraites, en cas de guillemets, entre guillemets, convenables, par rapport à ça, il y a été touché si il est resté dans la même situation-là, ça. Ça possible de réparer, mais de faire un bitin. Parce que c'est vrai que, et c'est pour ça que les camarades mènent un grand combat, singulièrement dans la fin des années 80, enfin dans les années 90, pour la titularisation et pour l'augmentation des quotas horaires, pour permettre au monde de nier un salaire décent. C'est pour ça que les gens qui disent comme ça que oui, 40% des gens qui ont touché, mais très souvent dans les collectivités territoriales, c'est grâce à 40% là qu'ils ont réussi à toucher un SMIC. Alors nous pouvons rentrer dans les détails pour ça, pourquoi il y a autant de monde qui travaille dans les collectivités, mais il y a une grande souffrance. On y raison, il y a une grande souffrance à niveau là, ça. Mais on peut rentrer dans les détails techniques, mais les syndicats, et notamment l'UTC et GTG, qui travaillent vers les mondes pour permettre de gagner une retraite correcte. Là, il n'y a pas partir à la retraite en fin de carrière. Alors, Monsieur Domota, vous vous souvenez, je vous avais dit qu'on avait 2 traditions ici. La deuxième, rappelez-moi, c'est laquelle? Pub.